Bonjour à tous, c'est Elodie Dotfal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Angélique Ritter, une psychologue spécialisée débordante de passion pour son travail. Et dans ce podcast, Angélique nous présente les pistes permettant d'aider à déceler un éventuel trouble autistique et elle nous parle également du regard admiratif qu'elle pose sur les personnes porteuses d'un TSA. Angélique, c'est à vous. Je m'appelle Angélique Ritter, je suis psychologue, je travaille à Lyon 5 en libéral et je prends en charge des enfants, adolescents et adultes à différents profils en fait, que ce soit pour des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, un haut potentiel, d'autres troubles neurodéveloppementaux ou des choses un peu plus classiques entre guillemets comme de l'anxiété, de la dépression, des TOC, des phobies, traumas, etc. Donc c'est assez diversifié finalement comme pratique. Par rapport à votre question sur ce qu'est l'autisme, je vous dirais que de façon générale, dès le plus jeune âge, il est possible de poser un diagnostic d'autisme. Vous avez certaines manifestations comportementales qui peuvent être visibles notamment bien avant 3 ans. Par exemple, on peut retrouver une absence de regard dans la relation, un enfant qui ne répond pas à l'appel de son prénom ou encore des activités d'alignement d'objets. Des intérêts ou des domaines de préoccupation atypiques à leur âge, par exemple. Ça peut être des enfants qui peuvent avoir une passion soudaine pour les tickets de métro, les lignes de bus, pour des objets qui tournent comme un ventilateur. Et un autre signe clinique aussi se rapporte, par exemple, à des torsions de doigts, ce qu'on appelle, nous, des maniérismes moteurs. Donc, on peut parler de torsion de doigts, d'agitation de mains ou de doigts aussi, ou le fait qu'un enfant puisse, par exemple, tourner sur lui-même, qu'il puisse se balancer d'avant en arrière, de gauche à droite, que ce soit dans des moments d'excitation ou même dans des moments de calme. Ça peut arriver aussi comme ça. Dans tous les cas, l'ensemble des manifestations émotionnelles, comportementales ou même cognitives, ce sera toujours en fonction de l'âge et du genre. Il y a aussi un effet de genre. Il est par exemple plus difficile de diagnostiquer un TSA chez les filles ou chez des femmes du coup plus âgées parce qu'elles ont beaucoup de stratégies d'observation, d'imitation et de compensation assez fortes qui ont été acquises assez tôt pour le coup. Et il y a également des profils déjà existants, par exemple, dans une trajectoire développementale qui peuvent compliquer le diagnostic d'autisme. Par exemple, un haut potentiel intellectuel peut facilement masquer un TSA, ou à l'inverse, une déficience intellectuelle, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble anxieux. Et pour des adolescents plus âgés, adolescents préadultes, le début d'un trouble de la personnalité, par exemple, ça peut facilement masquer tout ça. Dans tous les cas, les points d'alerte qui seraient à garder à l'esprit pour une suspicion de TSA, ce serait plutôt des difficultés pour la personne, qu'elle soit enfant, adolescente ou adulte, à créer et à entretenir une interaction sociale, à vivre une interaction sociale, à intégrer des codes sociaux. Ça peut être aussi basé sur des comportements ou des intérêts centrés sur un domaine privilégié, intense et répétitif. Par exemple, j'ai des enfants qui se prennent de passion pour des engins de chantier, pour des dinosaures, pour l'espace, et ils ne parlent que de ça, ils ne font que ça. Pour des adolescents et adultes, ça peut tourner même autour de choses un peu plus communes, comme une passion soudaine pour la psychologie, les animaux, sur d'autres intérêts, comme par exemple la météo ou aussi le climat. C'est assez courant en ce moment, mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est très intense, qui est très envahissant et répétitif pour le coup. Et dans certains cas, ce qui peut aussi mettre la puce à l'oreille de l'ensemble des parents ou des professionnels, ça peut être un retard de langage qui est assez fréquent dans le cadre du TSA et qui est aussi à prendre en compte, que ce soit sur le versant de la compréhension ou de l'expression verbale. En tout cas, les causes d'un trouble du spectre de l'autisme sont assez multiples. On garde bien en tête que c'est pas une maladie. Ça, c'est important. C'est pas une maladie qui est causée par la perturbation d'un seul gène, par exemple, comme dans le cas de la trisomie 21, où là, on a quelque chose qui est assez isolé. Le trouble du spectre de l'autisme fait partie de ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux ou les TND. Il évolue donc de la naissance à la mort et il se développe à partir d'une interaction entre des facteurs qui peuvent être génétiques, neurobiologiques ou environnementaux. Il y a plein de causes qui sont assez diverses et variées pour le coup. Mais ce qu'on répète en tout cas à chaque patient et à chaque famille, c'est bien que oui, on peut évoluer avec ce profil, mais on le gardera toute sa vie. On ne va jamais guérir de l'autisme, entre guillemets, comme on se débarrasserait facilement d'une bronchite ou d'une grippe. C'est un profil à part entière, une façon de penser qui est différente, une façon de réfléchir qui est aussi différente. Par rapport à cette beauté de la différence à travers l'autisme, c'est assez difficile pour moi de répondre à cette question, dans la mesure où vivre avec une personne, un enfant, comme un adulte qui a un profil de type trouble du spectre de l'autisme, ça ne doit pas être évident tous les jours. Pour les familles, tant il y a en fait d'adaptation à mettre en place que d'apprentissage réciproque. C'est vraiment rentrer dans le monde de notre enfant que lui dans le nôtre, et c'est source d'une énergie en tout cas qui est assez importante, je pense.
Mais personnellement, avec ma casquette de psychologue, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je trouve leur perception et leur fonctionnement assez fascinant. Les enfants comme les adultes que je reçois n'ont pas de déficience intellectuelle associée. Ça, c'est important de le préciser aussi. Donc, je parlerai que des personnes à un fonctionnement intellectuel dans la norme ou à un haut potentiel associé. Et je trouve que ces patients-là ont une certaine lucidité du monde qui les entoure. Et je trouve ça fascinant parce qu'ils sont capables de réfléchir en fait comme un algorithme un peu ou comme un système informatique. Tout est logique, tout est structuré, tout est pragmatique, tout doit être pragmatique. Et ces personnes ont une perception des détails que je trouve aussi époustouflante et des connaissances qui sont assez poussées dans leurs intérêts privilégiés. Par exemple, quand j'ai des patients en suivi qui viennent me voir, il suffit que je change même un tout petit détail dans le bureau, ils le perçoivent tout de suite et je trouve ça bluffant à chaque fois. C'est très, très impressionnant. Et tous ces points, pour moi, sont autant de force que de faiblesse aussi, forcément, en fonction du milieu dans lequel ils peuvent évoluer ou s'exprimer. Mais même si faiblesse il y a, en tout cas, je suis toujours impressionnée pour la majorité de leur envie et de leur besoin de se sentir mieux, de mieux se comprendre et de mieux réussir à décrypter leur environnement social et le quotidien. Ils sont vraiment impliqués. Je les trouve très courageux, vraiment. Merci Angélique pour le temps que vous nous avez accordé et pour le merveilleux message que vous nous avez transmis. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois dans le regard de la sœur d'une jeune adulte autiste. À très vite.